Bonjour, bonjour à tous, vous m'entendez? Bonjour à tous et merci d'être là ce matin pour un sujet qui est totalement d'actualité et qui suscite énormément de débats, de réflexions, à savoir face à la menace hégémonique de Starlink et de SpaceX, quelle est la réponse de l'Europe? Alors, on a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'on a toute la chaîne spatiale, toute la chaîne de valeur spatiale. Alors, dans l'ordre des invités, je vous présente Eva Berneke, qui est la directrice générale de Telsat, Hervé Derey, qui est le PDG de Thales Alenia Space, Philippe Baptiste, qui est le président du CNES, et Stéphane Israël, le président exécutif de Ariane Espace. Alors, il faut savoir qu'en l'espace de 10 ans, le monde spatial a totalement changé, vous le savez, puisque Elon Musk, avec SpaceX, a complètement bouleversé le marché et changé les règles du jeu. Alors, cela a commencé par le lanceur, par Falcon, la fusée Falcon, et qui a touché les lanceurs et qui a touché Ariane, notamment Ariane 5, et ce qui arrive aujourd'hui à la conception et au lancement prochain d'Ariane 6, dont va nous parler Stéphane Israël. Ensuite, ça a obligé aussi de repenser aussi tout ce qui est satellite, puisque le géostationnaire, le monde du géostationnaire est moins demandé, puisqu'il y a moins de demandes sur le géostationnaire et que c'est plus sur l'orbite basse, et avec d'autres systèmes de satellites. Et donc, Hervé Doré nous parlera justement de ça. Et bien sûr, toute la chaîne des opérateurs de satellites, eux, sont aussi complètement remis en cause, puisque maintenant, ils sont dominés par un opérateur qui s'appelle Starlink, qui est 10 fois, quasiment 2 fois, 3 fois plus gros que les premiers, et beaucoup plus important que Eutelsat. Donc voilà. Et ce que je vous propose, c'est que Philippe Baptiste, en tant que président du CNES, nous fasse peut-être nous montre un peu les enjeux de l'Europe dans ce nouveau modèle. Merci beaucoup et merci pour votre invitation. Alors, ce n'est pas une table ronde facile, puisque c'est une table ronde qui pointe quand même un certain nombre de nos difficultés aujourd'hui. Moi, je pense que d'abord, ces difficultés, aujourd'hui, je pense que la plupart des acteurs aujourd'hui en ont conscience, et que la première réaction, si je me place d'un point de vue politique, au niveau de l'Union, au niveau de la Commission, au niveau des États, je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie compréhension du fait que le spatial est devenu un enjeu absolument majeur pour l'Europe, pour les nations, un enjeu majeur pour des questions de défense, un enjeu majeur aussi pour des questions de business. Et donc, je crois qu'il y a une volonté aussi, qui est une volonté très forte de le réaffirmer. Alors évidemment, il est un peu tôt pour le dire, puisque on est dans une phase de transition au niveau européen. Je ne me permettrai pas de commenter autrement. Mais au niveau européen, la nouvelle commission va s'installer dans quelques mois. Moi, je voudrais souligner quand même le travail qui est quand même assez exceptionnel, qui a été fait par la commission actuelle, et en particulier par le commissaire Breton, sur Iris Square, on en parlera dans quelques instants, et la dynamique qui est autour, mais aussi sur l'ambition sur le spatial. Et je crois que cette ambition, elle continuera à être portée, je l'espère, et j'espère aussi que ça se traduira dans le MFF, c'est-à-dire dans le plan futur de financement de la Commission européenne. Donc la première ambition, c'est ça, c'est une ambition en termes d'enjeux politiques, en termes de portage institutionnel. Parce qu'il ne faut pas oublier on a évidemment nos sujets, nos difficultés, j'y reviendrai dans un instant, mais on a aussi, je crois, et ça devient de plus en plus criant, un différentiel d'investissement institutionnel qui est extraordinairement fort vis-à-vis des États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui, c'est 70 ou 80 milliards de dollars par an d'investissement sur le spatial. L'Europe, tout mouillé, d'où on doit être à 12, 13, quelque chose comme ça, à peu près. Donc on a quand même un différentiel qui est absolument gigantesque, qui a toujours existé, mais qui s'accroît de manière extrêmement inquiétante. Alors après, ce n'est pas la seule réponse. Je pense qu'on a aussi, à côté de ça, d'autres réponses et d'autres remises en question qui doivent être assez fortes. Et je me suis exprimé plusieurs fois là-dessus. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit capable de faire différemment. Et différemment, ça veut dire qu'il y a aussi un travail de toutes les agences à travailler différemment. Il faut qu'on soit capable de faire émerger de nouveaux acteurs.
Pourquoi? Parce que ces acteurs, par nature, comme en général, ils sont petits, ils arrivent, ils prennent énormément de risques parce qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre. Et donc, parmi ceux qui vont survivre, il y en a un certain nombre qui sont porteurs d'innovations qui sont extrêmement fortes et qui peuvent effectivement amener des disruptions. Donc, on a intérêt à avoir ces acteurs, quitte à ce qu'ils soient après intégrés par des plus gros. Je veux dire, le sujet n'est pas de savoir si on doit déstabiliser nos primes, hein. C'est pas du tout, on a des primes, on est très heureux et on est très content de les avoir et on veut les garder, mais on a besoin de faire confiance à ces nouveaux acteurs pour qu'ils arrivent sur le marché et qui bousculent notre système aujourd'hui. On doit être capable de faire différemment, on doit être capable d'aller plus vite. Et on doit être capable d'aller plus vite. C'est vraiment fondamental. On est aujourd'hui trop lent. On a raté des révolutions technologiques ou des évolutions technologiques. C'est vrai dans le domaine des lanceurs. On a eu très souvent l'occasion d'en discuter. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait des choix, en particulier au niveau national, qui sont assez forts, qui consistent à dire qu'on a quand même mis 400 millions d'euros à travers France 2030, à travers le CNES, pour soutenir justement des nouveaux acteurs des lanceurs, des nouveaux acteurs qui vont proposer des lanceurs qui sont des lanceurs qui vont être réutilisables à très court terme, qui doivent être pas chers, qui doivent être efficaces. Et je pense qu'au niveau européen, et je pense en particulier au Launcher Challenge LESA, je pense que ça va être quelque chose qui va continuer et qui va perdurer. On a besoin de cette compétition. C'est lancé, il faut y aller. Et justement, Thierry Breton nous en dira plus tout à l'heure, puisqu'il va parler à 10h sur le programme européen et sur Square, on peut imaginer, mais on reviendra bien sûr dessus. Et juste un chiffre, je voulais vous dire que depuis le début de l'année, il y a eu une centaine de lancements dans le monde de lanceurs et près de 70 aux États-Unis. Et notamment, dans ces 70, la plupart, c'est bien sûr SpaceX. Et sur SpaceX, les 3/4, ce sont Starlink. Donc là, pendant ce temps, les Chinois ont fait une vingtaine de lancements, les Russes, je crois que c'est 5, et l'Europe, 0. Et c'est une transition pour arriver à Ariane 6. C'est le 9 juillet, ce sera le premier lancement, et ce sera un lancement très attendu puisqu'il a 4 ans de retard. Et l'Europe n'avait pas d'autonomie, retrouvera son autonomie et sa souveraineté. Donc Stéphane Israël, si vous voulez bien en parler. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je pense qu'on ne peut pas ne pas commencer par Ariane 6 et son actualité, puisqu'on est vraiment dans la dernière ligne droite, à quelques jours du lancement. Philippe Baptiste est bien placé pour le savoir. Donc ce sera le 9 juillet à 15h, 20h heure française, ce qui peut permettre de faire une certaine actualité, positive, je l'espère. Et on a vraiment les dernières étapes. Cette semaine, on va finir de valider l'ensemble de la qualification du système. On va faire la semaine prochaine une répétition de chronologie avec remplissage, où on va dérouler l'essentiel des opérations de chronologie. On va apporter les passagers, qui ne sont pas des humains, qui sont des petits satellites. Il y en a 18. On va apporter dans les prochains jours les passagers sur le lanceur, ce qui fait qu'il aura ce qu'on appelle sa coiffe et son composite supérieur. Et donc, les choses se déroulent au mieux. Et je crois qu'il faut souligner que ça fait maintenant 9 mois que le programme a cessé de dériver grâce à notamment la solidarité de tous les acteurs et puis naturellement tout le travail qui avait été fait en amont qui a fini par porter ses fruits. Alors, effectivement, je pense qu'il faut quand même s'interroger sur les modèles. Dominique Gallois a dit les lancements. Alors, SpaceX a fait 60 lancements depuis le début de l'année, je ne parle pas des 2 Starship. 43 Starlink, ça doit faire à peu près 75%. Nous, on n'a pas 43 Starlink à faire. 7 institutionnels, dont des vols habités en Europe. L'horizon d'Ariane 6, c'est de faire 4 lancements institutionnels et 10 commerciaux. Donc en réalité, on se bat face à 10 commerciaux. Et effectivement, dans la situation dans laquelle on est, on n'est pas aujourd'hui en mesure de faire effectivement ces lancements en 2024. Mais la bonne nouvelle pour les commerciaux, la bonne nouvelle, c'est qu'on a 30 missions à faire. C'est absolument sans précédent pour un lanceur qui n'a pas volé. On va faire le premier vol, qui sera un vol institutionnel d'ici la fin de l'année. Et ça sera donc le 2e vol d'Ariane 6, mais ça sera le premier vol qu'on appelle commercial, mais
ça perturbe un petit peu parce qu'en fait, ça sera un vol pour nos institutions. Et ensuite, on va devoir faire une montée en cadence très, très, très rapide. On va viser une dizaine de lancements par an. Et en parallèle, effectivement, l'Europe prépare la suite. Philippe en a dit un mot, avec notamment le lanceur Maya, qui sera un lanceur réutilisable. Pas que, mais je me permets de parler de ce lanceur pour lequel j'ai une connaissance qui est peut-être supérieure aux autres et qui s'appuie, et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle en présence de Philippe, sur des programmes aussi de l'ESA à travers le moteur Prometheus, qui est un moteur réutilisable. Et donc, le message, moi, que j'aimerais faire passer, c'est que, bien sûr, que la situation, elle a radicalement changé. Mais premièrement, on ne fera pas du copier-coller du modèle américain. Il n'y a ni les investissements publics, ni les investissements privés qui permettraient de le faire. Et il n'y a aucune verticalisation de la chaîne de valeur. Donc, on ne fera pas du copier-coller. Et la deuxième chose, c'est qu'il me semble qu'en matière de lanceurs, avec les décisions prises à Séville, avec la volonté d'avoir un soutien, une solidarité sans faille, envers Ariane 6 et Vega C, et la volonté de faire émerger ce que sera la prochaine génération de lanceurs dans la décennie 2030, les Européens ont un plan, ont une stratégie. Et donc, il faut maintenant dérouler cette feuille de route et, me semble-t-il, ne pas en dévier. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Des lanceurs, on passe aux satellites, puisque les satellites embarquent dans les fusées et sont mis en orbite. Le monde justement du satellite a beaucoup changé, puisqu'il y a beaucoup moins de demandes pour les géostationnaires en raison de l'évolution de la consommation, des besoins des gens. Et en revanche, le développement, c'est vraiment les petits satellites en orbite basse. Et Hervé Doré, vous vous trouvez maintenant face à un concurrent, Elon Musk, qui fabrique lui-même ses satellites, et Jeff Bezos va fabriquer aussi lui-même ses satellites. Comment des Européens maintenant se trouvent face à ces nouveaux compétiteurs qui ont tous les moyens financiers et qui pourront, on peut imaginer, un jour en proposer, une fois qu'ils auront tissé leur toile, proposer des satellites à d'autres personnes? Bon, donc effectivement, je pense que vous l'avez dit en introduction, Dominique, on ne peut pas ignorer cette très forte montée en puissance de SpaceX qui impacte en fait l'ensemble de la chaîne de valeur, lanceurs, fournisseurs de satellites, opérateurs. Je vais juste dire une chose à ce propos, c'est que ce qu'on ne regarde pas forcément, c'est ce que révèle ce succès, c'est aussi un marché sous-jacent, un marché des utilisateurs finaux en matière de connectivité, qui est un marché en très forte croissance. En fait, ce qu'on dit maintenant, c'est que ce marché-là, le marché de la connectivité civile, représente une croissance de l'ordre de 10% annuel, ce qui veut dire qu'un marché qui est aujourd'hui aux alentours de 10 milliards, on peut espérer qu'il soit à l'échéance d'une dizaine d'années à 24 milliards. Ce qui veut dire que certes, il y a d'énormes succès de Starlink, mais qui finalement créent un marché plus gros et donc qui ne se font pas qu'au détriment des autres acteurs de la chaîne de valeur. Deuxième point, effectivement, dans les autres usages, j'ai parlé des communications civiles. Philippe l'a dit, il y a d'autres enjeux. Il y a les enjeux aussi des communications, on va dire, à des fins de sécurité et de défense. Et dans ce domaine, il y a une forte tentation d'un certain nombre d'États d'utiliser là aussi Starlink pour ces communications militaires. Je vous invite à prendre connaissance d'un article qui a été rédigé par le New York Times le mois dernier, qui en fait démontre que, enfin en tout cas qui a l'information selon laquelle Starlink est fortement, enfin plus que fortement, est complètement brouillé par les Russes sur le front russe, ce qui en fait à l'heure actuelle finalement annihile complètement les opérations militaires sur le front russe des Ukrainiens. Tout ça pour dire que Starlink, aujourd'hui, qui n'a pas été conçu comme un système résilient pour justement des opérations militaires, n'est pas la réponse à cette question-là. Alors même que dans ce domaine de la défense et de la sécurité, ce que recherchent nos clients, c'est des solutions à la fois résilientes, qui sont capables de résister aux différentes menaces, et également souveraines, pour ne pas être, je dirais, avoir en face d'eux un acteur qui peut de manière complètement, je dirais, autonome, décider de donner ou ne pas donner un service, comme ça s'est passé dans le Donbass, comme vous savez tous. Et d'ailleurs, à ce propos, on va se poser maintenant la question de quels sont les atouts de l'Europe face à cette menace. Ce que je tiens à dire, c'est que je rencontre beaucoup d'États et de clients dans le monde, et personne dans le monde ne se satisferait d'un monopole de SpaceX. C'est très clair.
Je pense que tout le monde est bien conscient je dirais, du risque que constituerait une dépendance totale par rapport à Elon Musk. Et par conséquent, je dirais l'ensemble des acteurs du marché, l'ensemble des États cherchent des solutions alternatives et cherchent à avoir des solutions souveraines. Alors, quels sont les atouts de l'Europe ? L'Europe, face à je dirais, ces offres de satellites en constellation, on a une proposition qui est... on a tout à fait les capacités technologiques et humaines pour réaliser des projets de ce type. On s'oriente vers des stratégies, ce qu'on appelle multi-orbites, parce qu'on pense qu'il y a probablement une grande valeur à combiner le meilleur des deux mondes, le meilleur du géostationnaire. Alors un géostationnaire qui n'est pas celui d'hier, qui est celui de demain, très flexible. C'est les satellites software-defined, hein, c'est ce qu'on offre, ce que les Européens offrent, ce qu'Airbus et Thales Alenia Space offrent sur le marché, avec un grand succès, hein, puisqu'à nous deux, on a 100% du marché. Combiner ça, c'est-à-dire des solutions qui sont quand même très économiques, très flexibles, avec des constellations pour offrir une couverture mondiale et une faible latence. C'est évidemment ce qu'on cherche à faire, cette approche multi-orbite dans le cadre d'Iris-Carré. Et je pense que là-dessus, on a des atouts forts. Et la preuve, c'est même si le marché des satellites géostationnaires est plus faible, il existe et on domine ce marché. Par ailleurs, je parlais des usages dans le domaine de la défense et la sécurité. Nous, c'est des domaines dans lesquels on a une très forte expérience. On sait faire des satellites résilients qui ne sont pas exposés au risque de brouillage que je décrivais en Ukraine. Alors, on a typiquement en France le programme Syracuse qui fait ça. Et ça, c'est, je dirais, dans le contexte géopolitique actuel, c'est une demande de plus en plus forte que l'on voit dans l'ensemble du monde. Et au passage, cette demande ne se limite pas aux communications sécurisées. Ça intègre aussi tout ce que l'on peut faire dans le domaine spatial en matière de renseignement, où là aussi, on a des offres très intéressantes qui répondent aux besoins du marché de plus en plus forts d'avoir du renseignement optique à très, très haute visite. Voilà, donc, et alors, dernier atout quand même que je voudrais citer pour l'Europe, avant de passer au modèle qu'il faudrait appliquer, c'est également le fait qu'on s'intéresse et on s'occupe du fait qu'on ait un espace durable. Parce que je dirais que dans les acteurs qu'on a cités, et les acteurs américains en particulier, je dirais qu'il y a un certain nombre, il y a du déchet. Il y a du déchet sur Starlink, il y a beaucoup de satellites qui finalement ont des durées de vie très faibles, qui se retrouvent être des quasi-débris. Et ça, je pense qu'il est absolument impératif que l'Europe monte le chemin à travers la régulation. C'est ce qu'on veut faire avec la loi spatiale européenne. Et que cette loi s'impose à l'ensemble des acteurs mondiaux du marché. Un peu comme ça a été le cas avec la RGPD un peu plus tôt. Et je pense que là-dessus, l'Europe doit montrer le chemin. Alors, est-ce que tout ça, ça suffit ? Est-ce que ces atouts sont suffisants pour faire face à cette énorme menace que constitue SpaceX ? Je pense que, comme l'a dit dans son domaine Stéphane, le modèle, on va dire la reproduction du modèle américain, du modèle SpaceX, c'est-à-dire un modèle dans lequel l'acteur est complètement verticalisé d'une part, et d'autre part, et c'est quand même des caractéristiques à bien noter, dispose de financements absolument gigantesques. Lorsqu'on combine les financements du DoD américain, de la NASA et les financements privés de SpaceX, on arrive à des niveaux qui sont, de mon point de vue, pas atteignables par l'Europe. Donc le copier-coller du modèle SpaceX, de mon point de vue, est un leurre. Il n'est pas reproductible. En revanche, il est clair que l'Europe doit se réinventer. On doit partir sur un nouveau paradigme qui part de nos atouts. Et des atouts, on en a. On a des très fortes capacités technologiques. On a également pu le démontrer à travers les grands programmes flagship européens que sont Copernicus et Galileo, qui sont des succès. Mais il faut qu'on travaille différemment. Et en fait, de mon point de vue, ce que j'appellerais le New Deal du spatial européen consisterait à recréer une forme de modèle verticalisé, mais en faisant intervenir les trois acteurs que sont les institutions d'un côté, les industriels de l'autre et les opérateurs, en travaillant de manière beaucoup plus intégrée, sous forme d'un modèle quasi intégré entre nous. Et le principe là-dedans, c'est que chacun doit jouer son rôle. Je pense que le rôle des institutions dans ce triptyque, c'est de soutenir les industriels dans
tout ce qui touche les ruptures, l'innovation et les ruptures technologiques, parce qu'on en a devant nous et il va falloir continuer à alimenter ces ruptures technologiques, un peu comme les Américains font avec le SDA, ou voire même les Italiens avec le PNRR italien. Il faut que les industriels, eux, je dirais, offrent des solutions compétitive, et ça nécessite compétitive et à grande échelle, parce qu'on parle de grande échelle en matière de production, et ça nécessite clairement un gain d'agilité, ça nécessite, je dirais, un investissement dans l'industrialisation très, très fortement, et puis les opérateurs, eux, d'apporter effectivement des offres qui seront des offres innovantes et différenciantes. Donc en gros, si on reprend finalement les grands enjeux et puis finalement les risques associés à ces grands enjeux, ce triptyque qui se partage 3 natures de risques. La première nature de risque, c'est tout ce qui touche l'innovation de rupture. Et celui-là, il doit être porté par les institutions. Le risque programmatique qui doit être porté par les industriels et le risque marché porté par les opérateurs. Je dirais la 4e composante qui est nécessaire, ce sont des programmes qui soient des catalystes pour après, je dirais, pouvoir rayonner sur le marché commercial et privé. Et ça, je dirais, c'est la 4e brique absolument indispensable. Sans des programmes catalystes, on n'y arrivera pas. Finalement, ce que je décris là, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à créer dans le cadre d'Iris Carré. En fait, c'est assez clairement ce modèle, cette recréation d'un modèle vertical, c'est exactement ce que je viens de décrire, qu'on doit réussir dans Iris Carré. Personnellement, j'y crois, et je pense qu'avec ce New Deal, en fait, du spatial européen, on peut réinventer la politique spatiale européenne. Alors ça tombe bien puisque Eva Berneke, vous êtes cliente à la fois de Thales, à la fois d'Arianespace. La chaîne n'est pas intégrée. Vous, quelle est votre vision? Et surtout, vous avez un énorme concurrent devant vous qui a pris la première place, qui en passe d'écraser beaucoup de gens. Donc comment Eutelsat et OneWeb, du coup, se situent face à tout cela? Oui, merci. Et je vais essayer de commencer par la 2e partie de votre question, revenir sur la première. C'est clair qu'aujourd'hui, l'ensemble des opérateurs spatials qui, assez longtemps, a vécu dans un secteur plutôt bien connu, une grande famille, depuis 5 à 10 ans, est secoué par l'arrivée d'abord SpaceX, Elon Musk, mais aussi, on va venir dans la foulée, on voit Kuiper et Blue Origin, qui va aussi essayer de tenter le même modèle, un peu moins intégré, mais quand même grosse portefeuille derrière. Et les réponses des opérateurs sont différentes. Celle de Telsat Group a été de s'élancer dans une stratégie assez unique qui combine le business historique sur les géostationnaires avec l'orbite basse, avec la combinaison avec OneWeb. Il y a d'autres réponses des opérateurs. Vous voyez à peu près la même chose. C'est un Telesat qui est en train d'essayer de finaliser le projet sur Lightspeed, qui était au début un projet Thales. Maintenant, c'est un projet un peu plus canadien. Mais qui choisit aussi cette réponse des multi-orbites en rajoutant de l'orbite basse. Intelsat a prononcé la même chose maintenant dans la combinaison avec SES. On va voir ce que ça va donner. SES fait clairement une stratégie un peu différente, plus du géostationnaire et une consolidation de l'industrie, mais sans vraiment répondre à la question des besoins des orbites basses. Et on voit un peu, on a vu la combinaison entre Viasat et Inmarsat il y a 2 ans maintenant. Alors ça secoue l'ensemble de l'industrie des opérateurs, soit vis-à-vis de la consolidation du business historique comme SES, Intelsat ou Inmarsat, Viasat, soit par des lancements et des projets comme le rapprochement en multi-orbite entre l'orbite basse et l'orbite haute. Nous, on croit fondamentalement que la combinaison des deux, utilisation des forces des géostationnaires avec les forces du orbite basse, c'est la bonne réponse. Un peu comme on le voit dans la téléphonie mobile, que vous avez plusieurs réseaux qui fonctionnent sur le même terminal. Et c'est cette stratégie-là qu'on essaie de mettre en œuvre. Derrière, il y a la question comment on le fait. Et là, je reviens sur la première partie de votre question. Et Stéphane a un peu évoqué, et Hervé a un peu touché aussi, parce que la manière que fait nos confrères américains est très différente. C'est entièrement intégré.
avec un marché capturé, la production de leurs propres satellites, la production de leurs propres terminaux, la production de propres lanceurs, une chaîne vraiment intégrée qui fait qu'il y a des décisions très rapides à prendre et une besoin de capacité de mettre beaucoup d'argent derrière. On peut tout faire les calculs, mais c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars qui a été mis derrière la compétition entre SpaceX et Starlink. Et nous, on a choisi plutôt d'essayer de danser dans la chaîne des valeurs actuelle. Alors, j'ai besoin de tout le monde pour le faire. J'ai besoin que Stéphane devienne hyper compétitif au niveau de prix sur les lanceurs, c'est qu'il est en train de faire certainement. Et on voit avec impatience Ariane 6 arriver, aussi les changements de technologie. On a besoin des industriels très compétitifs aussi qui font les virages technologiques et qui avancent sur les nouvelles technologies très rapidement. On a besoin de quelqu'un qui nous fabrique nos terminaux. Aujourd'hui, on les achète chez Hughes, Intellian, Kymeta. Alors, on a besoin de toute la chaîne de valeur qui danse avec nous et qui bouge les pieds très vite pour y faire concurrence. Mais je pense que c'est cette alternative-là de faire la collaboration à travers l'ensemble de la chaîne des valeurs spatiales est vraiment clé. Et on essaie de les faire iris carré avec cette triplé des prises de risques technologiques, industriels et marchés, comme avait dit Hervé Desrets, et c'est vraiment le pari pour les secteurs spatials européens. On va revenir sur tous ces sujets. J'ai une première question. Souvent, on nous dit que le spatial, c'est un peu Nokia dans les années 80, qui s'est fait dépasser par le smartphone qui est mort et qui n'avait pas vu l'arrivée du smartphone et qui ne l'avait pas cru. Et je voulais savoir justement, dans vos industries, ce qu'il en est si vous considérez comme le Nokia du spatial. C'est pour les industriels. Après, on reviendra sur les institutionnels. Philippe nous parlera de la façon dont les agences vont se réinventer aussi, puisque toute la chaîne de valeur, comme Hervé l'a dit, est concernée. Non, je pense pas du tout. Aujourd'hui, il y a une fusée réutilisable qui vole et toutes les autres fusées ne sont pas réutilisables. Et pourtant elles volent, comme d'autres diraient, et pourtant elles tournent. Et ben elles volent. Et ULA, ils ont mis un peu de temps, hein, c'est vrai, mais ils ont fait un vol habité. Donc ils ont mis fin au monopole de SpaceX en matière de vol habité. Donc, une fois encore, l'Europe a pris un certain nombre de décisions dans son champ de contraintes et au regard de ses besoins fondamentaux. Il y a une dizaine d'années. Et au moment où elle a pris ces décisions, elle a exactement en parallèle investi sur la prochaine génération en lançant le moteur Prometheus. Et dans la filière des lanceurs, nous avons toutes les technologies nécessaires pour préparer cette seconde génération. Et si chacun fait son travail autour d'Ariane 6, et quand Hervé Desrets évoque le fait que les industriels doivent avoir une maîtrise programmatique, je pense que c'est une excellente façon de définir ce que doit être le travail des industriels, la maîtrise des coûts, par ailleurs, effectivement, des agences et une sphère publique qui s'organisent pour coaliser dans la durée un certain nombre de soutiens. On a un chemin. Et on fera de l'ordre de 10 Ariane 6 par an. J'espère même qu'on pourrait en faire plus. Et je sais que c'est un sujet sensible pour Eutelsat et EVA. C'est une question qu'on regardera au lendemain du premier vol. Est-ce qu'il y a un business case pour en faire plus? Ce n'est pas totalement trivial, parce qu'il y a des investissements importants, alors même qu'on va préparer aussi la suite. Mais pour moi, la réponse est clairement non. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que l'écosystème s'organise pour innover plus vite. C'est certain. Ça, c'est absolument certain. Mais je pense que comparaison n'est pas raison et on va laisser Nokia de côté à ce stade. Côté satellite, je pense qu'on n'a pas attendu Starlink et SpaceX pour faire des constellations.
Vraiment, il faut quand même le dire. Enfin, je veux dire, on a réalisé, nous, Thales Alenia Space, 3 constellations relativement récemment. Il y en a une qui tourne très bien actuellement, qui s'appelle Iridium Next, hein, qui d'ailleurs génère pour ses actionnaires des profits absolument colossaux, parce que c'est un système qui est très fonctionnel, qui apporte un très grand niveau de service. Donc on a aujourd'hui toutes les capacités de réaliser des programmes équivalents. Et d'ailleurs, on se positionne plutôt sur la prochaine génération, c'est-à-dire des systèmes qui soient 5G compatibles, avec des liaisons intersatellites en liaison laser. Enfin, on est en capacité, je dirais, de non seulement, de faire le leapfrog qui va bien pour rester tout à fait dans la course. Pour autant, et je ne vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il faut effectivement qu'on amorce ce changement de paradigme qui est un enjeu collectif. Hein. Il faut que, je dirais, que l'Europe spatiale se serre les coudes pour que, à travers les différents leviers et la prise en compte de ces différents niveaux de risque que j'écrivais tout à l'heure, et à travers des programmes que j'appellerais des programmes catalystes, on arrive, je dirais, à recréer un équivalent européen de ce qu'est le modèle SpaceX. Pour moi, ce n'est pas forcément la comparaison avec un Nokia qui est la bonne. Pour moi, la grosse question ici, c'est est-ce qu'on arrive à faire une industrialisation de la chaîne spatiale en Europe? Parce que si je regarde ce qui a fait à merveille Elon Musk, c'est vraiment industrialiser les lanceurs avec de l'aide d'un marché capté par Starlink. Mais la manière qu'il a arrêté, moi je le compare plus avec la haute couture et du H&M ou du Zara qui arrive. La haute couture, et j'adore la haute couture quand je vais dans les salles blanches d'Hervé pour voir les beaux satellites où il y a une trentaine d'ingénieurs qui tournent autour. C'est très beau et on arrive à faire des choses merveilleuses pour les militaires et les autres. Mais par rapport à une chaîne vraiment industrielle où il y a peu de monde qui touche une satellite et qui peut faire des milliers de satellites pour les orbites basses, c'est 2 mondes à part. Et je pense que c'est cette industrialisation qui a commencé par les Space Inspire et les satellites en GEO, mais dans des volumes quand même un peu plus modestes. Alors, on ne va pas arriver à faire les mêmes, mais cette recherche des productivités, la même chose pour Stéphane, pour pouvoir monter des 6, 12 ou 24, Stéphane, mais c'est une industrialisation où on cherche toujours à être plus productif, de réduire les coûts pour rester compétitif. Et pour moi, c'est ce virage-là qu'on voit pour commencer à vraiment industrialiser, pour adresser ce marché-là, parce que sinon, on va toujours courir derrière les courbes des coûts d'un Elon Musk. On a déjà perdu probablement au minimum 5 ans là-dessus. Mais pour se rattraper, il faut faire ce changement du mindset pour dire il faut faire moins cher, il faut industrialiser, il faut toujours avoir cette amélioration continue. Et ça, c'est aussi un changement de paradigme technologique où en CNES ou d'autres puissent aider sur les investissements nécessaires pour faire ce changement de mindset, mais aussi les investissements nécessaires industriels. Justement, les institutions publiques sont aussi obligées de se réorganiser, de se rationaliser. Bon, en abandonnant, évidemment, j'imagine le retour géographique, mais ça, c'est un truc classique, enfin, qui est déjà admis. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Je suis content de savoir qu'il est déjà admis. Bah pour Iris Square, il est admis, non? Oui, pour Iris Square, oui. Mais je vais peut-être juste, si je fais un pas de côté, moi je pense, je ne sais pas si le point de comparaison avec Nokia est pertinent ou pas, mais je pense que oui, l'industrie spatiale européenne aujourd'hui est à risque. Enfin, je pense qu'on peut pas se cacher ça. On a un problème de coût, on a un problème d'investissement. Je pense qu'on fait des choses qui technologiquement sur un certain nombre de sujets sont absolument exceptionnelles. J'aime bien l'idée de l'horlogerie fine ou de la haute couture, c'est-à-dire que effectivement, je pense qu'on fait des missions scientifiques ou des missions pour la défense qui sont absolument exceptionnelles. Mais à côté de ça, on voit qu'il y a un virage sur l'industrialisation qu'on n'a pas réussi à prendre jusqu'à maintenant et qu'il faut prendre. Et Iris Square, je crois que c'est une opportunité qui est une opportunité forte, qui en plus laisse une très grande autonomie et une très grande liberté à un consortium constitué d'industriels et d'opérateurs pour faire eux et pour décider comment ils doivent le faire. Et moi, j'attends beaucoup de ça et j'attends qu'ils prennent la balle. C'est-à-dire que, quelque part, que ce ne soit pas des programmes qui soient dirigés et construits
dans des enceintes d'agences ou des enceintes institutionnelles, mais portées par des opérateurs, enfin des opérateurs et des industriels, c'est fondamental. Je crois que c'est une des clés de la compétitivité de demain. Et donc, c'est une raison de plus pour qu'il faut que ça marche, parce que c'est une démonstration importante. S'agissant du rôle des agences, oui, je suis convaincu du fait qu'il faut changer profondément la manière dont on fonctionne aujourd'hui, en tout cas sur un certain nombre de sujets, parce qu'évidemment, je pense qu'on va... Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, dans notre travail aujourd'hui, on fait à la fois la haute couture et on veut contribuer aussi, aider les industriels à faire l'industrialisation. Sur la haute couture, des missions scientifiques uniques, sur lesquels il y a des niveaux de risque qui sont très très élevés, où on part de TRL, où les instruments sortent des laboratoires. On voit bien que ce n'est pas les mêmes enjeux que sur IRIS², où on a besoin de développer et de produire des centaines de satellites au coût les plus bas possible. Donc, sur la première partie, sur l'horlogerie fine... Au coût les plus bas possible, mais au meilleur niveau technologique quand même, hein, attention. Tout à fait. Au meilleur compromis industriel possible. Mais on voit bien qu'en fait, sur le premier sujet, les modes d'intervention classiques des agences, je crois, resteront assez pertinents. Il faut probablement faire évoluer des choses. Et je pense que de temps en temps, aujourd'hui, quand on discute avec les industriels pour faire tel instrument qui va, j'en sais rien, moi, sur Mars ou observer des sursauts gamma ou autre chose, eh bien, parfois, les industriels nous disent bon, bah, écoutez, en fait, ça, nous, on n'a pas envie de le prendre. Il faut que vous assuriez la maîtrise d'œuvre simplement parce que le niveau de risque est trop élevé. C'est pas notre boulot, c'est pas notre intérêt. Et ça, je pense que ça va... Enfin, cet équilibre-là, à mon avis, ne va pas changer radicalement. C'est une petite partie du spatial, mais c'est une partie qui, pour nous, comme agence, est assez importante parce qu'on le fait pour le compte de la communauté scientifique, il ne faut pas l'oublier. À côté de ça, sur l'industrialisation, moi, je crois profondément qu'il faut que... Oui, bien sûr, il faut qu'on aide l'industrie sur les TRL les plus basses. D'abord, ce n'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, sur les télécoms dans le passé, on a fait énormément de roadmaps conjointes entre les agences, enfin le CNES en tout cas en France, et nos deux grands industriels, Airbus et Thales. Et ça a permis quand même de faire un certain nombre, je crois, de réussir un certain nombre de choses. Est-ce qu'il faut continuer à travers des roadmaps comme celle-là, ou est-ce qu'il faut faire différemment? Je ne sais pas, mais je pense qu'effectivement, oui, profondément, il faut que les agences s'investissent pour dérisquer des technologies. Ça me semble absolument fondamental. Alors, on oublie. Et puis, je ne vous ai pas parlé d'achat de services, etc., mais c'est aussi des évolutions profondes dans la manière dont on va travailler. Et on oublie aussi un niveau politique, puisque l'Europe, quand même, est assez partagée, même divisée entre Français, Allemands, Italiens, l'Europe spatiale. Donc là, c'est quand même un gros handicap. Et comment le surmonter? Est-ce que vous pensez qu'on va le surmonter? En plus, vu les conditions politiques aujourd'hui en France, ça peut aussi ajouter à la confusion. Probablement. Mais sur le sujet, je crois que oui, il y a des tensions en Europe sur le sujet des lanceurs. Enfin, pareil, le nier me semble avoir aucun sens. C'est évident, il y a des tensions, les discussions sont difficiles, sont parfois âpres. On s'est fixé une feuille de route à Séville, et comme l'a dit Stéphane, et j'y souscris totalement, le but du jeu, c'est de réussir cette feuille de route. Est-ce que c'est facile? La réponse est non. Oui, c'est difficile au quotidien, etc. Oui, il y a une compétition. On a décidé d'aller vers une forme de compétition pour les générations futures. C'est aussi pour ça que nous, on a fait un appel d'offres pour soutenir un certain nombre de lanceurs, que demain, il y aura le European Launcher Challenge, etc., etc. Donc oui, il y a une forme de compétition, et donc c'est un peu âpre. Je trouve que... Bon, d'abord, je pense qu'on est, au-delà de cette compétition, on est quand même assez d'accord sur l'idée qu'il faut changer les choses et faire les choses différemment. Donc oui, il y a des enjeux, on a envie de garder le leadership, les Allemands ont envie de nous le prendre. Ok, c'est vrai. Je veux dire, mais ça pèse. Mais oui, ça pèse, mais on va trouver je pense qu'on va trouver des moyens d'avancer. Et je suis plutôt confiant parce qu'on est finalement assez d'accord sur l'idée qu'il faut qu'on ait un système où l'industrie ait plus de leadership sur ces différents programmes, plus de responsabilité, plus de liberté aussi. Et donc, quelque part, oui, on a tous envie de gagner, mais on est assez d'accord finalement sur la méthode. Après, sur les autres secteurs du spatial, et en particulier sur les satellitiers, oui, il y a des petites tensions, il y a des petits sujets, etc. Mais c'est
ça me semble être moins criant et moins violent sur la question des lanceurs. Et donc, je suis assez... Parce qu'il y a des enjeux, en gros, qui va faire quoi? Est-ce que, quelque part, nos partenaires allemands et italiens vont avoir une part suffisante dans l'industrialisation d'un programme comme IRIS² ou pas? Ok, mais c'est des questions qui sont des questions légitimes de la part de tout le monde, et je pense qu'il faut trouver des solutions. Et je ne pense pas que ce soit un sujet de tension aussi difficile que sur le sujet précédent. Pourtant, sur IRIS², les Allemands essayent de ralentir au maximum parce qu'ils ne sont pas assez associés. C'est quand même un point. Et on peut imaginer que tout retard sera catastrophique pour l'Europe. Alors, sur le premier point, je sais pas, en tout cas, je ne veux pas le savoir, mais sur le... On est entre nous, vous pouvez y aller. Hein. Oui. Sur le... Moi, je veux insister sur une chose, c'est qu'effectivement, le compteur tourne. On est très, très proche d'une vraie deadline pour le programme. J'entends aujourd'hui qu'il y a encore des interrogations sur l'architecture même du programme, etc., alors qu'on est à quelques semaines de remettre... que vous êtes à quelques semaines de remettre une copie finale, cette fois-ci définitive. Moi, je trouve ça inquiétant. Donc, voilà. Et je pense qu'il faut vraiment se ressaisir sur cette question-là, arriver à effectivement faire converger des intérêts qui peuvent parfois être divergents, et c'est normal. Mais là, on est vraiment dans la dernière ligne droite et il faut réussir ce programme. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer plusieurs reprises sur le sujet. Je pense qu'il n'y a pas d'alternative évidente aujourd'hui. Ne pas faire ce programme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sujet sera rouvert et rediscuté politiquement une fois que la prochaine commission sera installée. C'est-à-dire que les discussions politiques vont commencer sur l'opportunité d'ouvrir un programme de constellation en orbite basse début 2025, et on rentre dans un cycle complet et nouveau. On est parti pour des années de travail, et donc des années de retard. Je pense qu'il faut peser ça. Et on entend dire que les industriels sont un peu trop gourmands. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui dit ça? C'est ce qu'on entend à Bruxelles. Non, enfin, je pense que c'est un programme complexe, mais on est, je dirais, l'ensemble des membres du consortium, et je ne veux pas trop commenter parce que on est dans une réponse en cours, et très engagé pour trouver le bon compromis, solution, prix, délai, hein, parce que c'est l'ensemble des paramètres qui font que ce programme peut exister. Et ce que je peux dire, c'est qu'on travaille, le consortium et la commission, la main dans la main, pour essayer de trouver ce point de convergence. Et je suis bien conscient de tout ce que dit, je pense qu'on est tous conscients, et comme moi, des enjeux et je dirais de la formidable opportunité que représente IRIS² pour l'ensemble de la chaîne de valeur du spatial européen. Donc c'est une chance à ne absolument pas rater. Je suis d'accord. Oui, et c'est clair que ce programme-là regroupe tous les risques, donc avait mentionné Hervé tout à l'heure, la risque technologique, parce que c'est un programme qui souhaite amener pas mal des innovations technologiques avec et aussi fait partie du sponsoring d'un ESA sur ce programme-là. Ça regroupe toute cette pari d'industrialisation dont on vient de parler, qui est un gros travail mais c'est aussi un gros pari sur les marchés à développer. Alors tous ces risques-là, ça s'accumule, et en plus de ça, et je le mets sur la table, il y a aussi un sujet des risques et des gouvernances, parce que c'est un programme complexe. On a parlé des précédents programmes européens qui ont pris du retard, et une gouvernance autour d'un programme comme ça, c'est aussi un risque qui doit être saisi, qui doit être regardé doigt dans le jeu avant qu'on s'y engage. Et c'est pour ça que ça prend du temps, et c'est un programme extrêmement complexe, comme avait dit Philippe. C'est pas gagné encore. Oui, enfin moi j'aimerais saluer le travail fait par l'ensemble des acteurs autour d'IRIS². Hein. Nous ne sommes pas dans le consortium, mais en revanche on voit l'énergie mise par chacun, évidemment les agences, mais aussi les acteurs du consortium. Et je pense que tout le monde a compris que c'était une opportunité unique d'avoir cette forme de verticalisation
autour d'un projet. Mais vu la somme des contraintes, c'est pas simple. Et quand on connaît nos industries, les choses prennent toujours un peu de temps. Après, ce que j'aimerais dire sur IRIS², c'est que la bonne nouvelle, c'est que la fusée Ariane 6 est parfaitement adaptée à ce type de projet. Et pardon de faire un peu l'article, mais à un moment donné, il faudra une fusée, et a priori, je pense qu'elle sera européenne, enfin, sauf si on veut en décider autrement, mais là, on atteindrait certaines contradictions. Et donc, vous savez, en 2014, on s'est posé beaucoup de questions. Et on aurait pu faire une fusée à peu près 2 fois moins puissante. Finalement, je ne dis pas que tout est parfait, mais en tous les cas, le lanceur sur lequel on a abouti, c'est un lanceur extrêmement capacitaire, 23 tonnes en orbite basse, et les agences en plus ont investi dans ce lanceur. Il va y avoir ce qu'on appelle une Ariane 6 évolution qui va voler très rapidement et qui va accroître de 20% notre capacité en orbite basse. Et donc, Ariane 6, aussi dans ses cadences, parce que je ne pense pas qu'IRIS² demandera 70 lancements par an, est parfaitement adapté à ce projet. Et donc, effectivement, nous, on est dans les starting blocks pour opérer les lancements dès qu'un accord aura été trouvé autour de ce projet stratégique. Le premier lancement est prévu en 2027. Est-ce qu'il y aura de la place sur un vol Ariane 6 puisque tout est plein? Le Ariane 6 sera totalement disponible quand le premier lancement sera quand les passagers du premier lancement seront prêts. Je suis persuadé que nos calendriers vont être totalement convergents et on s'est organisé ainsi. Maintenant, je vais tourner vers la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser? N'hésitez pas. Derrière un micro, je pense. Laurent Jaffard, directeur des télécoms à l'ESA. IRIS² est un programme indéniablement très important. Est-ce l'alpha et l'oméga des télécoms en Europe? Je veux bien prendre une première réponse. Je pense que la meilleure façon de qualifier, en tout cas vu des industriels, IRIS², c'est que ça serait un extraordinaire catalyste au-delà de l'enjeu que représente le programme lui-même. Le programme lui-même est évidemment un enjeu important, un très grand programme qui représente une activité très forte chez les industriels. Mais au-delà de ça, c'est un extraordinaire catalyste pour justement réaliser la transformation qu'on venait d'évoquer. La transformation vers un modèle industriel de grande série, l'accès à des technologies, parce qu'on vise haut, effectivement, je pense que Eva l'a dit, on vise haut, on vise, je dirais, l'état de l'art, voire un peu plus que l'état de l'art en termes de visée technologique. Donc, à travers ce catalyste, le but, c'est dans le domaine des télécoms, de recréer un modèle ultra compétitif au meilleur niveau technologique et qui va clairement, je dirais que j'ai une très bonne visibilité sur le marché, rayonner sur le marché commercial derrière. Donc ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est le point de départ, c'est la graine, c'est le catalyste. Alpha et oméga. Je vais être assez bas de plafond, pardon, mais il y a 6 milliards d'euros d'argent public aujourd'hui qui est sur la table, une bonne partie pour faire quand même une partie de la R&D du programme. S'il n'y a pas IRIS², je ne sais pas bien comment ça va se faire. Une autre question, sinon non. Sinon, on va arriver à la fin de cette séance. Et je voulais demander à chacun d'entre vous, est-ce que vous avez une question à poser à l'un des intervenants? On se parle tout le temps. Oui, je sais que vous parlez, mais profitez-en, là. Faites-nous partager. Moi, je voudrais juste... vous allez remettre une offre qui va être bien. Oui, oui. Merci. Il va perdre que... Je pense que ça va dépendre si on trouve une solution sur l'ensemble du problématique qu'on avait là. Il y a une équation économique à faire, il y a une équation gouvernance à trouver, et il y a un alignement entre les consortiums, qui est une consortium à 5, qui doit être là pour pouvoir faire cela. Et c'est clair qu'on a beaucoup circulé là depuis presque un an, en fait,
pour trouver le bon équilibre, parce que c'est aussi dans une discussion assez intense à la fois avec ESA, mais surtout avec la Commission aussi, qui a des attentes très élevées. Mais on passe pas mal du temps ensemble avec Hervé et avec les autres, et on va continuer tout de suite après cette réunion-là pour essayer d'y arriver. Est-ce qu'on a une date précise ou pas Il y a une échéance? Pardon? J'ai pas entendu. Fin du mois l'échéance. Et on va terminer sur Ariane 6, puisque... On a une date précise, voilà, hein, justement, je l'ai dit. justement. C'est le 9 juillet à 15h. 9 juillet à 15h. Philippe Baptiste dit au plus tard. Donc, Ou plus tard. non, au plus tard. au plus tard. Non. Ça aurait été une information. Ouais. Okay. Et savoir, il y aura des passagers dans votre première fusée? Il y aura 18 satellites qui sont des satellites expérimentaux. Et dans ces 18 satellites, il y en a un que j'aime beaucoup, il s'appelle Robusta 3A. C'est un projet fait par les universités de Nîmes et de Montpellier et qui notamment vise à établir des télécommunications entre les écoles du Burkina Faso et celles de ces villes. Et ça montre aussi que le spatial, c'est aussi un tissu universitaire. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les Européens doivent avoir confiance en eux. Nous, on a lancé James Webb et parfois, je suis surpris qu'on a moins confiance en Europe dans nous-mêmes que le monde extérieur a confiance en nous. Et je suis sûr que ça s'applique très au-delà du lanceur Ariane. Et donc, les circonstances sont compliquées. Mais ce qui a été construit en Europe depuis 40 ans est absolument unique. Et une des façons de réussir, c'est de tenir la trajectoire et de ne pas dévier. C'est vrai d'ailleurs dans le domaine des fusées, mais singulièrement dans le domaine spatial en général. Bien, écoutez, je vous remercie, à moins que vous ayez un dernier mot à donner. Non, c'est bon. Écoutez, merci beaucoup et bonne journée.